Ensemble, c'est mieux avec la boutique du menuisier. Fenêtres, portes et volets. Restez bien au chaud à la maison en regardant votre programme avec MCZ. MCZ, les poêles à granulés les plus vendus en France. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré au pouvoir des influenceurs. Après la mode, la cosmétique, c'est maintenant le secteur du tourisme qui exploite leur potentiel marketing 2.0. Nous verrons quel rôle ils jouent dans la promotion de notre région, mais comme il est de coutume dans notre émission, honneur à notre cher Evan. Evan qui est à Saint-Sauveur-des-Landes en Ille-et-Vilaine. Evan qui est très concentré ce matin. Salut Evan. Oui, salut Anne Fantet, bonjour à vous à la maison, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on parle de promotion des savoir-faire régionaux. Ce matin, on va vous parler de jeux en bois, notamment dans cette entreprise qui fabrique ces petits planches de bois dans lesquelles j'ai fabriqué une tour. Elle est belle ma tour, non, tu trouves pas? Oh là là, oh la tuile, qu'est-ce que je suis maladroit. Bonjour Christophe. Bonjour Evan. Je suis désolé, il ne faudra pas me prendre comme démonstrateur pour vos produits. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Alors Christophe, vous êtes le fondateur de la société Mécabois, jouets qu'à bois. Vous êtes un peu comme un lutin du Père Noël puisque votre métier c'est de fabriquer des jouets. Voilà, tout ça pour les enfants, pour qu'ils aient quelque chose sous le sapin à Noël. Et toute l'idée, elle était de construire une philosophie de fabrication made in France, écolo et prix accessible. Donc nous travaillons différentes essences de bois comme le pin, le hêtre, le peuplier. C'est pour ça que vous nous recevez dans une scierie aujourd'hui parce que vous êtes installé ici. Voilà, je suis associé à la scierie Groiselle qui existe depuis plus de 100 ans maintenant entre Fougères et Rennes à Saint-Sauveur-des-Landes. Et nous fabriquons des marques Mécabois et Jouets Cabois, aussi bien pour les magasins de jouets, la grande distribution, les géants du net et surtout les écoles où nous sommes très présents. C'était plutôt malin de se mettre dans une scierie là où est la matière première. Comment ça s'est passé justement cette association ? Alors, initialement, c'est fabriqué dans le Jura parce que Jeux et Jura font bon ménage. Et puis, au fur et à mesure, nous avons décidé de rapprocher ça. Moi, étant breton, je voulais que ça soit fabriqué en Bretagne, d'où notre adhésion par la suite à Produits en Bretagne. Et donc, on a essayé de trouver la matière première la plus proche avec l'usinage le plus proche et ensuite le tri, la mise en boîte, etc. dans un périmètre de kilomètres, d'une centaine de kilomètres entre les différents établissements. Oui, et le bois vient de Bretagne notamment, de Normandie. Alors de Bretagne, de Normandie, au plus loin, ça va être plutôt vers la partie sud-ouest, mais c'est voilà. Oui, ça reste local quand même. Oui, l'idée c'est de faire le minimum d'acheminement possible parce que les transports coûtent cher et c'est absolument pas écologique. Alors présentez-nous un petit peu la gamme de jouets que vous avez ici. Je vais ramasser en plus mon petit bazar. Allez-y, on vous écoute. Alors nous avons des jeux d'éveil et de construction pour les petits et les plus grands. Donc ce sont des jeux sous la marque Mécabois ou Jouets Cabois qui consistent à aider l'enfant à travailler des thématiques ou en solo ou dans le cadre d'une école. Accompagné de toute une partie édition où nous avons édité 5 livres. Ah oui, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de ces livres. Vous faites aussi des jeux d'extérieur. Et puis alors, des jeux d'extérieur comme la quille finlandaise ou le palais breton qui fait un carton en ce moment. Et c'est un jeu traditionnel breton qui est d'origine d'ailleurs de la région du Coglais et qui a aujourd'hui son essor un peu partout en France, également à l'international. C'est quoi la construction la plus grandiose que vous ayez eu à faire? Pas cette tour que j'ai cassée malencontreusement. Alors non, nous avons été beaucoup plus ambitieux dans le cadre d'une assemblée générale de produits en Bretagne au couvent des Jacobins à Rennes il y a 2 ans, où dans une opération de collecte de fonds, nous avions construit une tour représentant le phare de Produits en Bretagne qui faisait 8 mètres de haut, qui a été détruite après par non. Mais si, mais pour la bonne dommage. cause, parce que une fois que ça a été détruit par le conseil d'administration de Produits en Bretagne, nous avons des opérations dans le cadre de Produits en Bretagne avec les écoles et l'équivalent de 20 000 planchettes ont été redonnées à des écoles du département et de la région. D'accord, donc c'est pour la bonne cause en effet. Produits en Bretagne, on va continuer à en parler dans quelques instants puisqu'on va aller dans la scierie. Vous allez voir où sont fabriquées ces petites plaquettes. On y va, c'est par là. Hein. C'est par là. Allez, je vous suis. Je vais en prendre quelques-unes pour essayer de reconstruire une tour. À tout à l'heure, Anne Fantet. À tout à l'heure, Evan. Et puis, comme chaque jour, place à la minute du télétravailleur. C'est aujourd'hui Mélanie Rowe qui est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour. J'espère qu'on ne vous dérange pas trop. Ça va. Comment ça se passe pour vous, le télétravail? Alors, pour moi, ça se passe plutôt bien. Je suis assez habituée du télétravail. Donc, maintenant, entre le premier confinement et le deuxième, on s'habitue. Comment avez-vous aménagé votre bureau confiné?
Alors justement, avec le premier confinement, on a eu le temps de parfaire un petit peu les lieux. C'était une chambre d'amis qui a été modifiée en bureau. Donc voilà, j'ai installé tout ce qu'il fallait pour que je puisse travailler tranquillement et sereinement toute la journée. Et quel est votre must niveau confort? Mon fauteuil, indispensable avec mon petit coussin dans le dos. Voilà. Et comment on gère les jours où on est moins motivé? Que ça ne doit pas être facile tous les jours. Moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui est voilà, on arrive à se connecter ensemble. Je crois que l'humain est malgré tout indispensable dans le télétravail. C'est pas toujours évident, mais voilà, on essaye de s'appeler, on se fait des visios, rien que de les voir et de les entendre, ça fait du bien. J'avoue que c'est quand même important de garder le plus de liens possible dans le télétravail. Et vous travaillez dans quel secteur, si c'est pas indiscret? Je travaille pour l'association Entreprendre pour apprendre Bretagne. D'accord. Et quand on aura retrouvé une vie normale, vous continuerez à télétravailler ou vous vous dites ah non, moi c'est le bureau à tout prix? Non, je pense qu'on va continuer à télétravailler, mais on a vraiment hâte de se retrouver. Comme je disais, le lien humain est important, donc on fera une dose un peu moins forte de télétravail quand même. Et un petit conseil pour ceux qui nous regardent et ceux qui télétravaillent et qui ont du mal? Je crois qu'il faut garder un rythme à peu près normal de journée, avoir des rituels un petit peu organisés sous le même format de bureau et puis se dire qu'il y aura des jours meilleurs et que voilà, on se retrouvera avec encore plus de plaisir. Merci beaucoup Mélanie Rowe d'avoir été avec nous et bonne journée. Et je vous le disais tout à l'heure, les influenceurs ont métamorphosé les codes du marketing, que ce soit dans le tourisme ou la promotion des produits phares de notre région. Retour sur ce phénomène en chiffres et en images. Tu as vu la vidéo postée par Nino Globetrotter sur les lacs? Carrément, ça donne trop envie d'y aller. Un internaute passe 2h15 par jour sur les réseaux sociaux. Et il existe plus de 1,6 milliard de blogs dans le monde, dont une grande part consacrée au voyage. On comprend pourquoi, après les secteurs de la mode et de la beauté, le tourisme n'hésite plus non plus à recourir aux influenceurs professionnels ou amateurs pour faire du placement de produits. L'avantage, avec leurs millions de vues sur les réseaux sociaux, ils permettent de capter un nouveau public, celui de la génération Y des 18-35 ans. Contrairement à la publicité traditionnelle, l'influenceur engage sa personne, son capital de sympathie et sa crédibilité auprès de sa communauté, c'est-à-dire ses milliers, voire ses millions d'abonnés. Un mélange des genres délicats entre promo rémunérée et indépendance. Les agences régionales de tourisme, par exemple, peuvent ainsi mesurer instantanément l'impact d'une vidéo ou d'une photo postée sur le net. Succès du hashtag, nombre de vues, de publications partagées, de commentaires, le contenu doit devenir viral. Et en plus, tout cela reste pour toujours sur la toile. Les influenceurs, vos nouveaux guides de voyage? Vaste question, on en parle ce matin avec nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Alors Charlotte Letiègue, vous êtes responsable du pôle communication au comité régional de tourisme. Aurélie Thiersin, vous êtes blogueuse et photographe, présidente des Braise blogueuses. Arthur Crinquette et Claire Le Bourlot, bonjour. Vous êtes aussi blogueur alias les droneurs. Vous êtes mignons comme tout à l'écran. Et Alexandre Amigouette, vous avez fondé ADB, une agence de marketing d'influence. Et enfin Céline Brûlé, on vous retrouve tout à l'heure pour nous raconter notre belle histoire du jour. Alors je le disais, les influenceurs sont devenus des acteurs clés pour promouvoir nos régions de France. D'abord Aurélie, quelle distinction vous faites entre blogueur et influenceur ? Le blog et l'influence, finalement, c'est à peu près la même chose. Le blog, c'est ce qui existait avant les réseaux sociaux, enfin au tout début des réseaux sociaux. Et maintenant, avec tous les différents réseaux sociaux qui existent, on parle de YouTube, on parle d'Instagram, l'influence se fait par d'autres plateformes que le blog. Voilà, donc finalement, on est blogueur, on est influenceur, mais on peut être influenceur, ne pas être blogueur, mais tout se réunit puisque... Voilà, à notre niveau, on va raconter des choses, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur le blog. C'est vraiment la plateforme qui va changer. Et c'est votre attachement aujourd'hui à la Bretagne qui fait le ciment de votre activité ? Oui. C'est mon arrivée en Bretagne il y a 9 ans qui fait que j'ai développé mon blog et que j'y ai consacré du temps et que voilà, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et que je continue aujourd'hui de valoriser la Bretagne sur mon blog. Arthur et Claire, comment vous êtes devenus influenceurs ?
Ah, grande question. On est devenus influenceurs, on va dire un peu malgré nous, mais avant tout on était blogueurs, donc on a créé un blog voyage il y a 3 ans, à la suite de nombreux voyages, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et en fait ça s'est développé comme ça. Nous on est moins dans le placement de produits, on est plus dans la promotion des destinations, donc on est vraiment focalisé sur le voyage. C'est notre passion à la base. Et voilà, on en a fait un blog et les réseaux sociaux ont suivi et aujourd'hui on nous appelle des influenceurs ou des créateurs de contenu. Alors votre compte Instagram compte plus de 52 000 abonnés. Comment on construit une communauté ? Avec beaucoup d'heures passées, notamment sur Instagram. Nous, en fait, on a fait un focus dès le début sur notre site internet, donc lesdroners.fr et notre compte Instagram. On n'a pas voulu être sur toutes les plateformes. Donc, on est présent sur toutes les plateformes. On a vraiment mis toute notre énergie sur Instagram en premier. Et on passe des heures à fidéliser nos communautés. Donc, on leur parle, on crée du contenu tous les jours. On essaye d'être créatif, de leur proposer de nouvelles choses, de nouveaux sujets, d'interagir avec eux. On va engager avec eux. On répond à tous les commentaires. On fait des sondages. Voilà, ça passe par... c'est un boulot. Par jour, tu passes toi sur Instagram, mais c'est assez impressionnant. Quand on a commencé, j'étais entre 8 et 10 heures par jour sur la plateforme. Et aujourd'hui, je suis plus entre 4 et 5 heures. D'accord. Alors Aurélie Tiersan, vous, votre force, c'est votre blog que vous avez créé en 2009. Vous n'étiez pas très nombreux à l'époque à faire ça. Est-ce que vous vous attendiez à cette montée en puissance du monde de l'influence ? À l'époque, non, parce que moi, j'avais créé le blog pour les amis, la famille. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que des gens venaient, que je ne connaissais pas, qui venaient commenter, qui venaient interagir avec moi. Et puis, on se prend en jeu, parce que plus les gens viennent, plus on a envie de leur proposer du contenu. Et c'est vrai que, non, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était avec grand plaisir, puisque ça permet de créer des liens à travers un écran avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui viennent régulièrement, qui sont fidèles, qui viennent régulièrement mettre des commentaires, interagir. Donc, c'est vraiment... C'est une montée en puissance qui s'est faite tout doucement et qui a permis au blog de s'installer tranquillement et de fidéliser, en fait, la communauté, quoi. Et maintenant, ce chiffre, un internaute sur 3 suit au moins un influenceur sur les réseaux sociaux. Céline Brûlé, vous en faites partie, j'imagine. Oui, je suis plutôt assidue sur la consultation des réseaux sociaux. Alors, c'est incontournable aujourd'hui pour les offices de tourisme de faire appel aux influenceurs. Charlotte Letiec ? Oui, ça devient incontournable. Clairement, aujourd'hui, les vacances et le voyage, ça se prépare en ligne. Il y a une étude Facebook qui montre que 67% en fait, des personnes interrogées pensent que les photos postées par leur famille, leurs amis qui suivent sur les réseaux sociaux vont les influencer ou en tout cas avoir une importance dans leur choix de séjour. Donc clairement pour nous il faut être présent. Et quelle est votre dernière campagne en date en lien avec un influenceur ? Notre dernière campagne elle remonte à septembre 2019 et 2020 pardon. Et en fait on a fait appel à une agence spécialisée en marketing d'influence pour aller séduire les jeunes actifs parisiens. Et c'est une campagne qui a été menée en 3 temps. D'abord, on a fait appel aux influenceurs bretons et aux Bretons pour nous faire remonter toutes leurs adresses coup de cœur sur le territoire. Ensuite, on a invité 3 influenceuses parisiennes à venir tester certaines de ces adresses pendant un séjour en Bretagne. Et puis, enfin, on a créé une carte sur un outil, un réseau social du bouche à oreille qui s'appelle Mapster, où on a regroupé 500 adresses coup de cœur pour découvrir la Bretagne. Et ça a fonctionné ? Et ça a plutôt très bien fonctionné. Quelles sont les retombées ? Alors, on a touché à peu près plus de 200 000 personnes avec cette opération. On a eu 3 millions d'impressions et près de 30 000 engagements et on est assez content du résultat. Alors, Nicolas Migouette, vous êtes des deux côtés. À la fois, vous conseillez les entreprises sur leur stratégie digitale et en même temps, vous formez des influenceurs. Comment ça se passe concrètement, une collaboration entre ces deux mondes ? Alors, en fait... à la base, nous, on accompagne des clients dans du marketing digital, au sens large du terme. Et donc, les marques cherchent de la visibilité ou à répondre à certains objectifs. Et de l'autre côté, on a des influenceurs qui, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu avec les droneurs, mais également avec Aurélie, qui sont des passionnés. Et donc, en fait, les passionnés ont besoin de créer du contenu. Et pour créer du contenu, ils vont avoir besoin... de moyens, alors que ce soit des produits, des voyages, des destinations à découvrir. Et donc, en fait, on rencontre deux
ces deux mondes de passionnés, entre guillemets. Il y a les influenceurs qui sont passionnés par créer du contenu et des entreprises qui sont passionnées par leurs produits. Donc, on essaie de faire rencontrer Alors ces Aurélie, deux mondes. vous travaillez souvent avec les offices de tourisme. Comment on se met d'accord sur un contenu qui sera valorisé ? En fait, ils me contactent pour savoir si je suis prête à venir découvrir leur destination. Ils me proposent généralement un programme. Moi, je préfère leur laisser justement me proposer un programme plutôt que d'avoir des exigences ou quoi que ce soit. Comme ça, je pars découvrir. Et en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu un contrat quand même tacite, c'est-à-dire qu'on garde le ton du blog, il n'y a aucune contrainte. Peut-être la seule contrainte va être de fournir peut-être un minimum de photos et un minimum d'articles et des publications sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, je suis totalement libre d'écrire ce que je veux. Et c'est ce qui me plaît aussi, parce que je veux garder cette liberté de contenu, de photos et de ton surtout, pour pouvoir me sentir tout à fait libre de continuer de faire ce que j'aime, finalement. Arthur et Claire, comment ça marche pour vous, les collaborations ? Racontez-nous un peu les coulisses. Alors nous, en fait, pour reciter un petit peu, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant qu'on a démarré. Quand on a démarré, au tout début, on faisait beaucoup de prospection parce que comme toute création d'entreprise, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est une entreprise, hein, donc on a besoin de démarcher. Il y a une grosse partie commerciale aussi dans notre métier. Donc au début, on faisait pas mal de prospection pour se faire connaître parce qu'on arrivait dans ce milieu qui était déjà pas saturé, mais déjà bien rempli. Il y avait beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs, et on arrive nous comme ça avec des nouveaux contenus un peu plus frais, avec aussi une particularité, le drone qui avait pas beaucoup à l'époque. Donc on a voulu montrer un peu ce qu'on savait faire, beaucoup de prospection, pardon. Et aujourd'hui, je dirais que la tendance, elle s'est carrément inversée. On a presque plus de prospection à faire. Les destinations viennent à nous. Et ils nous contactent soit par email, soit par Instagram. On a remarqué une très 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 forte hausse de demandes directement par Instagram, alors qu'à l'époque c'était un petit peu plus, je dirais peut-être plus formalisé, professionnel, mail. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les destis elles passent en direct par Instagram. Claire, elle reçoit des demandes, je sais pas combien tu peux recevoir par jour, mais c'est entre 5 et 10 par jour. Ouais, donc c'est assez impressionnant. Et puis après, concernant la collaboration en elle-même, en fait, nous, ce qu'on aime faire et ce qu'on fait tout le temps, c'est définir les enjeux stratégiques de la destination, les objectifs de com, quelles cibles ils ont besoin de toucher, est-ce qu'ils ont un besoin de contenu, est-ce qu'ils ont un besoin d'influence, etc. Et après, en fonction de ça, nous, on leur propose une offre qui va toucher et l'influence et la création de contenu pour qu'ils puissent réutiliser les contenus sur leur support. Alors, j'ai maintenant une question à Alexandra Migouette. Quand on voit les influenceurs, on se dit « Ah, c'est super facile, ils postent des photos, ils partent en voyage, c'est gratuit, parfois ils sont payés. » Est-ce que finalement tout le monde peut devenir influenceur aujourd'hui ? Ça, c'est le gros cliché qui revient tout le temps, où on a l'impression que c'est facile. Et Claire l'a dit, c'est un temps de travail énorme en fait. Un influenceur, pour revenir un peu peut-être à la définition, c'est quelqu'un qui est passionné mais qui va créer du contenu. Et c'est cette phase-là de créateur de contenu, alors qu'il soit texte pour un blogueur, vidéo, photo, ça peut être n'importe quel type de contenu, audio même avec des podcasteurs, et après qui va le diffuser sur tout un tas de réseaux et animer des communautés de personnes qui vont le suivre. Et donc ça prend un temps fou, c'est un travail à temps plein, voire peut-être la nuit. Je ne sais pas si Claire se réveille la nuit pour répondre à ses abonnés, mais je peux témoigner, elle l'a fait. Je crois qu'elle nous dit qu'elle l'a fait. Parce que c'est vrai que finalement, c'est beaucoup de... faut faire de la recherche, c'est pas seulement visiter un lieu, c'est aussi se renseigner sur ce que l'on découvre pour pouvoir transmettre de l'information. Et je le vois clairement, ma petite sœur, elle a un blog, Mes échappées bretonnes, qui valorise la Bretagne, et je vois le temps qu'elle passe à se renseigner sur toute l'histoire de la Bretagne, l'histoire du lieu, choisir les photos, parfois faire des retouches, et c'est vraiment chronophage, mais c'est une passion. C'est une passion, et comme toute passion, forcément, derrière, on est engagé, et si on est passionné par la musique, on va vivre musique, on va en faire tout le temps, et donc forcément, quand on est passionné de voyage ou de drone, on a envie d'avoir des belles images, toujours des plus belles images, et forcément, ça prend du temps. Aurélie Tiercien, est-ce que c'est facile d'en vivre ? Justement Alors moi je n'en vis pas. Ouais. Non, moi ça reste un loisir. Ça m'arrive d'avoir des partenariats rémunérés comme c'était le cas là il y a peu. J'ai mon activité à côté, donc non moi je n'en vis pas, et
Pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas du tout la même démarche que les droneurs. Ouais. Je n'ai pas du tout, je ne prospecte pas, je ne vais pas chercher les gens, puisque de toute façon, sinon après, ça va me prendre du temps sur mon travail personnel. Donc, Et au début, certainement, vous le faisiez pour vous, puisque vous arriviez en Bretagne. Oui. Si vous vouliez découvrir, et en fait, vous avez fait partager ça. C'est ça, c'était ma découverte de la Bretagne que j'ai voulu partager en fait avec les gens, et ça a pris, c'est là que ça a pris vraiment, puisque j'avais du temps aussi à lui consacrer. Je me suis retrouvée sur une période de chômage, donc j'ai eu du temps vraiment à consacrer au blog. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment à quel point c'est chronophage. Et du coup, c'est ce qui a vraiment amené à développer cette communauté qui est quand même, principalement bretonne pour moi en tout cas. Charlotte Le Tiec, une petite question. Est-ce que vous n'avez pas peur que les influenceurs prennent le pas sur les communicants, les offices de tourisme ? Pas du tout. Moi, je pense que c'est complètement, c'est vraiment complémentaire en fait. On a besoin de travailler ensemble. Parce que travaillent leur communauté, ils vont raconter une belle histoire et c'est ce qu'on attend. Et voilà, mais après, nous, on fait le travail derrière. Et donc, je pense que c'est complètement complémentaire. Avec le Covid, j'imagine que toutes vos activités sont impactées. Comment vous faites aujourd'hui, Arthur et Claire, pour continuer à vivre de votre métier ? Mais on a déjà pas mal de projets qu'on a fait jusqu'au mois d'octobre. Donc là, on est en train de travailler sur les contenus actuellement. On est en train de les rendre, de les terminer. Après, c'est là tout l'enjeu en fait de notre métier, c'est qu'on se dit dans ces moments-là, en fait, on se rend vraiment compte qu'on n'est pas un métier indispensable dans la vie des gens. Mis à part, on les fait sourire, qu'on leur envoie des bonnes ondes, voilà, le côté positif. On essaie de continuer à les faire voyager comme on peut, même à travers un écran. Et c'est là, je trouve, ce qui est beau dans notre métier, c'est que juste grâce à un écran, à une application comme Instagram, aujourd'hui, on va réussir à animer notre communauté. On va quand même réussir à faire des collaborations avec des destinations ou des marques, parce que on l'a fait là dernièrement avec l'Italie. C'était Souvenirs d'Italie. C'était un voyage qu'on a fait l'année dernière. Les gens en pleine période de Covid, en plein mois de novembre, il commence à faire gris, il fait pas beau, les gens veulent rêver un petit peu, s'échapper, et voilà, et c'est le cas grâce à des contenus qu'on avait déjà l'année dernière. Donc le genre d'exemple qu'on peut faire. Après, il faut être créatif, il faut vraiment être très très créatif. C'est ça dans notre métier, il faut toujours qu'on se renouvelle parce que nos abonnés ont besoin de nouveautés en fait constamment. Et là, c'est une bonne période là, le confinement, pour travailler justement sur de nouveaux projets, et on a plein d'idées en tête. Merci beaucoup Arthur et Claire d'avoir été avec nous. Notre temps est déjà écoulé, je suis navrée. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous propose maintenant de retourner voir Evan. Evan qui s'est rendu ce matin à Mécabois, une entreprise familiale bretonne qui s'est spécialisée dans la fabrication de jouets en bois. Salut. Oui, Anne Fantet, puisque avec les petits morceaux de bois, je fais tomber la tour, au moins cette fois-ci, avec une grande planche, pas de risque de faire tomber ma construction en bois. Bon, par contre, je me suis tout sali, c'est pas grave. Christophe, on vous retrouve, vous êtes le fondateur de Mécabois. Expliquez-nous comment est-ce que vous arrivez à passer de la grande planche que j'avais dans les bras à ces petites plaquettes de bois avec lesquelles les enfants s'amusent tant. Tout un itinéraire. J'imagine. Alors, dans un premier temps, l'usinage va commencer par déligner, c'est-à-dire que déligner, ça veut dire qu'on va faire des lignes de bois. Donc, on va avoir un rabotage préalablement qui va permettre de rendre le bois aussi lisse que celui-ci. Oui, ce serait dommage de se prendre des échardes. Voilà. Et après ce rabotage, le délignage va passer dans cette machine. Et ensuite, nous allons avoir le tri qui se fait, en l'occurrence, dans des ESAT à travers une politique RSE que nous... Justement, parlons-en, parce que vous travaillez donc dans cette scierie pour vraiment le gros œuvre, j'ai envie de dire. Et ensuite, vous travaillez avec des personnes en situation de handicap. C'est un vrai choix que vous avez. Oui, c'est un choix qu'on a fait depuis 10 ans pour plusieurs raisons. Basiquement, c'est un travail qui est très adapté pour les personnes victimes de handicap. Ensuite, c'est vraiment des ateliers performants que nous avons. Nous travaillons avec 3 ESAT. Ça représente 25 équivalents en plein tout de même. Et désolé pour le bruit. Ça travaille. Et donc, l'idée, c'est de montrer que ces personnes ont des compétences adaptées aux besoins des entreprises, du territoire. Et ces personnes travaillent en permanence du lundi au vendredi. Et quelles tâches est-ce qu'elles vont effectuer justement? Alors essentiellement la tâche de tri et la tâche de conditionnement, qui est une tâche très importante parce qu'on est soumis dans le jouet à d'énormes jouets. Donc il ne faudrait pas que des planchettes pointues passent dans nos boîtes. Et on est en train de travailler sur la coupe
Et une partie du travail que vous avez ici, à l'exporter peut-être dans un ESAT qui a la chance d'avoir un atelier de menuiserie. Alors tout à l'heure, on parlait de votre appartenance au réseau Produits en Bretagne. Justement, ils ont une grosse démarche de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, dans laquelle vous êtes évidemment intégré. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Effectivement, Produits en Bretagne est très engagé dans cette démarche RSE. Et on a tout un comité qui est censé se réunir régulièrement de manière à essayer de décider et de promouvoir la possibilité de travailler en responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises. Alors ça va sur des thématiques écologiques, des thématiques avec des personnes qui sont écartées de l'emploi ou voilà, il y a un tas de thématiques, c'est extrêmement large comme thématique. Et alors Produits en Bretagne, je rappelle, c'est ce petit logo bleu et jaune qu'on peut voir sur beaucoup de produits du quotidien. Vous avez lancé une démarche un peu en synergie, comme quoi les Bretons, c'est une grande histoire d'amour entre nous, une initiative sur le calendrier de l'Avent. Oui, alors Produits en Bretagne, tous les ans, organise un calendrier de l'Avent sur Facebook, qui a beaucoup de succès, sur lesquels il y a un tas de lots à gagner tous les jours. Et nous, je ne sais pas quel jour on passera, mais enfin, jouer qu'à bois sera dans le calendrier de l'Avent de Produits en Bretagne, qui aura lieu à partir du 1er décembre, également avec une démarche avec Carte France, qui est une carte cadeau pour les produits Made in France. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler. Absolument. En tout cas, on va tous s'inscrire à ce calendrier de l'Avent. Et moi, vu que j'adore Noël, j'avais déjà prévu mon pull de Noël. Il est beau, Anne Fanté, hein ? Ouais, pas mal, pas mal. Il manque un peu de rouge quand même. À tout à l'heure, Evan, on se retrouve à la fin de l'émission. C'est l'heure de notre rubrique emploi et on reste dans la filière bois. Ce matin, coup de projecteur sur le parcours d'Éric. Il est bûcheron depuis plus de 40 ans. Là, je fais les trois, là. Éric Voisin et bûcheron professionnel, quoi. Moi, je fais que couper les arbres. Je fais que ça, année entière. 30 à 40 arbres par jour et je fais ça tous les jours. Tronçonneuse, masse, coin, c'est tout ce qu'il faut. Puis un peu d'essence pour que ça fonctionne. J'ai branché l'arbre, j'ai façonné les nœuds à ce qu'il n'y ait plus de relief, pour que ça passe plus facilement dans les scieries. J'avais 14 ans en fait. Ça m'est arrivé d'aller faire du bois de chauffage avec mon père le week-end et avec des amis qui étaient des anciens bûcherons. Et ce qui fait que ça m'a tout de suite donné l'envie d'aller dans la forêt. C'est l'odeur de la forêt, puis cette sensation de liberté qu'on a en forêt, les grands espaces autour de nous, quoi. Et tout ça, ça m'a plu. Il a été choisi par les experts forestiers. Et ils l'ont marqué avec un flash, quoi, et un numéro de l'autre côté. Et tous les arbres sont répertoriés comme ça, tous ceux qu'on a à abattre. Ces arbres qui sont centenaires, qui demandent à être coupés parce qu'ils sont mûrs. Donc c'est le plaisir d'être dans la forêt et couper les arbres et revoir la forêt se régénérer derrière. Alors le but, c'est de faire une coupe de direction afin que l'arbre tombe, mais dans la bonne direction surtout. Il faut essayer de réfléchir pour faire tomber l'arbre de façon à le faire tomber intelligemment, quoi. C'est un métier quand même physique, très physique. Il y a un peu d'usure, on le ressent. Mais bon, quand on aime, on n'y pense pas. Faut être courageux quand même. J'ai emmené beaucoup de personnes avec moi pour essayer de... Parce qu'il y a beaucoup de... Ah, t'as un beau métier, tout ça. J'ai dit, venez avec moi, on va bien voir. Voilà. Pour moi, c'est un loisir, pratiquement. Donc, je pars avec le sourire, toujours. C'était donc le métier de bûcheron. Pour en savoir plus sur les formations existantes et les compétences requises, Lionel Leban nous a rejoint à distance. Bonjour Lionel. Bonjour Anne Fanté. Alors le bûcheron, c'est un métier passion. Contrairement aux idées reçues, couper des arbres demande quand même quelques techniques dans un cadre précis. Ah, nous n'avons plus la liaison avec Lionel. Lionel, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, nous on vous entend. D'accord, ok. Donc en fait, le métier de bûcheron a différentes missions.
au-delà d'abattre des arbres, il doit aussi connaître les différents bois qu'il va devoir couper en fait en fonction des usages, comme par exemple le bois de chauffage, le bois de construction. Et également, il intervient on l'attend un peu loin, c'est-à-dire le reboisement des forêts. Donc il va assurer l'avenir de la forêt et il va toujours travailler en respect de l'équilibre de cette forêt. Et quelles sont les compétences qui serviront d'atout pour les futurs bûcherons? Alors les compétences requises pour ce type de poste, c'est tout d'abord aimer travailler en plein air, ensuite posséder une excellente condition physique, connaître des techniques d'abattage du bois, être rigoureux sur le respect de consignes de sécurité, et également connaître parfaitement le maniement des outils qu'il va utiliser, comme des scies, des tronçonneuses et également des engins agricoles. C'est clairement un métier où les hommes sont plus nombreux. Hein. Alors, j'ai regardé quand même ce qui se passait au niveau de ce type de métier, et c'est vrai qu'il existe aussi des femmes bûcheronnes, donc c'est pas forcément réservé aux hommes, il y a aussi des femmes qui exercent ce métier. Et quelles sont les formations qui existent pour devenir bûcheron? Alors, ça s'étale du CAP jusqu'au Bac+2, en sachant que pour intégrer ou pour avoir travaillé à son compte, on va plutôt avoir un niveau bac. Et pour intervenir sur des travaux d'encadrement, il va falloir plutôt avoir Bac+2. Mais c'est plutôt dans le domaine des travaux forestiers. Et quels sont les salaires que l'on peut espérer dans la profession? Alors pour les salaires, la moyenne, ça va de 1 800 à 2 000 euros bruts en fonction des compétences et en fonction de l'ancienneté de la personne. Et un dernier conseil pour celles et ceux qui souhaitent postuler? Alors un conseil, c'est tout d'abord que Pôle emploi peut vous accompagner. Alors il faut bien regarder au niveau de votre compte personnel de formation si vous pouvez financer cette formation. Il existe aussi également l'application qui s'appelle La Bonne Formation, sur laquelle sont recensées différentes formations. Et par exemple, en Bretagne, on recense 9 offres de formation sur le métier de bûcheron. Et également, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, Un jeune, une solution, vous pouvez utiliser également l'application qui s'appelle La Bonne Alternance et qui vous permettra de trouver l'entreprise qui recherche ce type d'alternant. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces infos. À bientôt. Merci Anne Fanté, bonne journée à vous. Merci. Et un dernier conseil, si vous êtes à la recherche d'un emploi, quelles sont les questions qu'un employeur ne peut pas vous poser? La réponse avec Arthur Pertigoz. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Quelles sont les questions que mon employeur ne peut pas me poser? L'entretien permet au recruteur de confirmer vos compétences professionnelles. Un point, c'est tout. Les questions sur votre vie privée, santé, situation familiale, grossesse, religion et même votre âge, c'est non. Il y a une liste précise de 13 sujets tabous. Un candidat discriminé sur un de ces critères peut même solliciter des dommages et intérêts. Sauf que les recruteurs n'ont pas toujours conscience de l'infraction. Et surtout, c'est eux qui ont du boulot, pas vous. Alors on répond quoi? On peut mentir, certes, mais on peut surtout recadrer positivement la discussion. Vous êtes motivé et votre situation personnelle n'entravera pas votre capacité à occuper cette fonction. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour notre page emploi. Place maintenant à notre belle histoire du jour. Rebonjour Céline. Bonjour. Vous nous présentez ce matin une initiative solidaire quand des particuliers aident les sans-abri pendant le confinement. Tout à fait. Et on reste un peu dans l'univers des réseaux sociaux puisque l'histoire contient un hashtag. C'est hashtag pour eux Rennes qui permet de livrer des repas chauds faits maison aux sans-abri. Et nous avons pour cela, pour un témoignage et pour nous parler de cette histoire, Inès Rollin qui est bénévole. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Alors Inès, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail le concept hashtag pour eux Rennes? Oui, bien sûr. Alors c'est un mouvement social, un mouvement citoyen complètement désintéressé. Et en fait, le but est très simple. On invite les gens à faire à manger chez eux. Et quand il y a une part de rab, on met de côté et par un système de livraison, on a une équipe de bénévoles livreurs qui viennent chercher du coup les paniers chez les cuisiniers. Et ensuite, c'est distribué sur le bassin rennais pour les sans-abri. Et comment est-ce qu'il faut faire pour adhérer à ce mouvement? Comment est-ce que l'on peut être cuisinier ou livreur, par exemple?
Alors pareil, c'est très simple. On a une page Facebook avec le groupe justement #PourEuRennes où on retrouve tous les matins un formulaire qu'on met en ligne. Et là, du coup, la personne qui a envie de cuisiner a juste à mettre ses coordonnées, le nombre de repas qu'elle fait. Et ensuite, l'équipe de livraison a ces coordonnées-là et s'organise pour la journée. Le concept est né à Lyon pendant le premier confinement. Puis Utopia 56, qui est une association bretonne, en a parlé à des Rennais qui ont décidé de lancer le mouvement. Alors Utopia 56, de quelle façon vous a-t-elle aidé dans ce mouvement solidaire, dans la mise en place ? Alors Utopia nous a beaucoup aidé par rapport à la formation des maraudes, déjà dans un premier temps. Pour savoir déjà où aller et comment y aller. Et aussi, ils nous ont aidés justement sur une formation de cartes un peu pour aider toute notre équipe maintenant de livraison pour savoir où trouver nos sans-abri sur Rennes. Oui. J'ai une petite question, Inès. J'imagine qu'il ne s'agit pas uniquement de livrer des plateaux repas, c'est aussi une rencontre qui se joue avec ces personnes-là. Oui, complètement. C'est vraiment apporter un moment de lumière, en fait, un moment de vie, tout simplement. C'est parler aux sans-abri parce que c'est juste des personnes comme vous et moi, en fait, tout simplement. Et c'est juste que leur situation est différente. Mais pour autant, ils ont aussi besoin de ce lien social et encore plus pendant justement le confinement où ils voient quasiment personne parce que personne n'est dans les rues. Donc voilà, c'est vraiment un moment un peu de chaleur humaine à leur apporter également en plus d'un repas chaud du coup vu qu'il fait froid maintenant. Et il me semble même qu'il y a quelques cuisiniers qui glissent des petits mots ou des petites attentions particulières pour les sans-abri. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Les livreurs, j'ai une question, parce qu'on est dans un contexte assez particulier, il y a des conditions sanitaires, des dérogations quand on le sort. Les livreurs qui sont à vélo ne risquent pas une amende avec la gendarmerie, par hasard ? Non, du tout. On est certes un mouvement social, mais pour le coup, on est complètement transparent par rapport à tout ça. Et il n'y a aucun problème. Par rapport aux gestes barrières, tout est respecté. Et en plus de ça, voilà, personne ne se met en danger par rapport à une éventuelle amende. Combien est-ce que de repas ont été livrés, des repas chauds faits maison aux sans-abri ? Alors pour le moment, depuis le début de ce deuxième confinement, on a à peu près 260 repas offerts. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, Inès ? C'est le moment de lancer un appel. Oui, bien sûr. On a toujours besoin de bénévoles. Surtout que c'est très simple en fait, parce que tout le monde est le bienvenu, tout simplement. Tout le monde peut participer, qu'on soit bon ou mauvais cuisinier, ou professionnel ou autre, ou juste si on a un vélo et des bons mollets, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde. Il n'y a pas de profil type, tout le monde peut adhérer. Et d'ailleurs, pour rappel, pour s'inscrire, soit vous adhérez à la page Facebook privée, vous remplissez le formulaire qui est publié chaque matin pour dire si vous allez cuisiner ou livrer. Et il me semble qu'il y a également une adresse email qui est poureurennes@gmail.com pour pouvoir avoir des renseignements si besoin. Merci beaucoup Inès pour votre présence avec nous ce matin. Merci, et bonne continuation. Merci Céline de nous avoir présenté ce mouvement solidaire. Et si vous souhaitez vous aussi vous engager dans une association, elles sont nombreuses à avoir besoin de petites mains comme l'association Emmaüs. Regardez. J'aimerais faire quelque chose pour les gens en grande pauvreté. T'as pensé à Emmaüs ? Pendant le confinement, vous pouvez déjà être utile en faisant un don à Emmaüs ou en réalisant des achats solidaires en ligne sur le site internet d'Emmaüs. La plupart des boutiques continuent les expéditions. Dès la fin du confinement, vous pourrez aider les gens en situation de grande pauvreté, marginalisés, à travers une grande diversité d'actions. Tri des vêtements, alphabétisation ou animation d'ateliers de recherche d'emploi. Vous pourrez également mettre vos compétences professionnelles au service d'un groupe Emmaüs pour déterminer la valeur des objets, prévenir le surendettement ou encore orienter des compagnons vers des structures de soins. Antoine, 67 ans, s'est engagé à Emmaüs Liberté depuis qu'il est à la retraite. C'est vrai qu'être bénévole, c'est un enrichissement puisqu'on y fait d'abord des quantités de choses, on peut y prendre des responsabilités, on peut rester à des niveaux très simples, modestes. Chacun y fait ce qu'il a à disposition en temps, en savoir-faire. Et c'est vrai qu'on y fait des rencontres extraordinaires puisque
Dans le cas de la communauté dont je m'occupe, on y rencontre des gens de tous niveaux, venant de tous les coins du monde. Mais qu'on soit dans la solidarité, dans le social, ou dans le culturel, ou dans le sportif, je pense qu'on peut faire beaucoup de rencontres et qu'on peut faire beaucoup de choses. Pour dresser un pont entre la société civile et les personnes en difficulté, marginalisées, devenir bénévole chez Emmaüs, c'est assurément une bonne idée. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Sauveur-des-Landes, où l'on retrouve Evan. Oh, qu'est-ce que je m'amuse, j'ai l'impression d'être retourné en enfance avec tous ces jouets en bois. Christophe, justement, on en parle depuis le début de l'émission de ces jouets en bois. J'ai l'impression que ça s'adapte vraiment à tous les âges de l'enfance et même aux tout petits. Et même aux personnes âgées, parce qu'on en distribue également dans des EHPAD. Oui, alors pour les tout petits, on a également développé toute une partie édition dans l'entreprise. On a édité l'ABC des constructions, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le 4 va sortir. Et surtout, les jouets, les ateliers jouets Kawa qui sont en lien avec le cycle 1, 2 et 3 des primaires et qui permettent de l'acquisition sans se substituer au travail du professeur, mais avec des thèmes de l'acquisition des savoirs dans le cadre des différents âges. Oui, justement, c'est adapté en fait au programme pédagogique des enfants. Absolument, hein, c'est fait par petites séquences en fonction de l'âge de l'enfant. Et alors, vous travaillez avec des instituteurs qui vont venir commander les jouets pour les mettre dans les classes, c'est ça? Oui, alors c'est à travers des grosses plateformes de redistribution, hein, c'est tous les gros catalogues que l'on retrouve sur les bureaux des maîtresses, où vous pouvez acheter des jouets Kabois au sein de ces catalogues, et c'est eux qui vont faire des ateliers par la suite, les institutrices et les instituteurs de nos bonnes écoles françaises. Et ça mérite d'être souligné puisque ces livres, vous en faites l'édition vous-même. Oui, on en est à 30 ou 36 000 exemplaires, parce qu'on en refait 6 000, et c'est un succès fou, tant au niveau des particuliers, des magasins de jouets, d'Internet, etc. Justement, dans cette période de confinement où on passe beaucoup de temps chez nous, est-ce que vous avez vu un impact sur vos ventes? Ah oui, on a ressenti quand même un désir de jouer, il fallait occuper les enfants. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de parents, de gens d'un certain âge, qui ont décidé d'acheter aussi bien des jouets de plein air, des qui faisaient beau, des jouets d'éveillés de construction. Et ça a été une valeur refuge, je dirais. Et si on veut offrir ou acheter pour Noël des jouets en bois de chez Mekabois, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous nous trouvez chez tout le monde, c'est-à-dire on passe d'Internet en passant par la grande distribution, bien sûr les magasins spécialistes de jouets, chez qui il faut vraiment aller parce qu'en ce moment c'est compliqué, et également en France et en Europe et un petit peu au Canada et dans les dom-toms. Bon, on va parler très rapidement et pour finir de cette association Jouets Français qui regroupe des créateurs de jouets français. Vous pouvez nous expliquer en 20 secondes ce que vous faites dans cette association? Eh bien, nous avons décidé de réunir 60 fabricants et créateurs français, de manière à promouvoir le savoir-faire français dans le jouet qui est vraiment très très bien. Et nous faisons des salons français internationaux comme le salon de Nuremberg. Et le but est de promouvoir notre filière. Bon, en tout cas, vous le faites très très bien, ça de promouvoir la filière du Merci. jouet en bois. Vous avez aussi des jeux de quilles finlandaises. Je vous laisse les préparer. On va se faire une petite partie, Christophe. Allez, je vais préparer nos quilles finlandaises et vous me rejoignez. Ça marche. Et puis moi, je vous dis rendez-vous demain. On parlera d'instruction à la maison. Peut-être même qu'on fait l'instruction là-bas avec ces petits jouets en bois. Regardez ma belle tour, elle est belle. Hein. En plus, elle est très stable. Oh non, mais j'ai encore tout envoyé balader. Je suis vraiment maladroit. Allez, salut Evan, à demain. Merci Evan, merci à tous nos invités. Merci Céline d'avoir été avec nous. Demain, au programme d'Ensemble C'est mieux, on vous explique comment bien préparer sa retraite. Ce sera notre dossier du jour. D'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain. Ensemble c'est mieux avec la boutique du menuisier. Fenêtres, portes et volets. Restez bien au chaud à la maison. C'était votre programme avec MCZ. MCZ, les poêles à granulés les plus vendus en France.